Mais il ne faudrait pas que l'on aille dans une logique où ce qui nous appartient devienne un bien collectif pour la région. Je ne sais pas. Non, mais on a l'impression que nous y allons. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de cadrage. Ressources naturelles de la région, alors que la région n'a jamais eu de ressources. Ce sont des ressources naturelles congolaises. À l'époque, le président Pourquoi français... cette incise? À l'époque, le président français avait dit ici, voilà. Je crois que Nicolas Sarkozy l'a dit, Emmanuel Macron a rétracté, mais si j'ai persisté, c'est que moi, je suis congolais et je suis contre, c'est mon pays, c'est notre pays. Non, mais déjà dans la déclaration des principes, là, nous avons la nette impression qu'on est en train de planter les décors de cette déclaration de Sarkozy. C'est une première discussion, et quand je parle de cadrage, je dis ceci. Il serait important aujourd'hui que la partie congolaise puisse mettre sur la table toutes ses préoccupations. Accord ou deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sur fond des minerais de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça tire dans tous les sens. Est-ce les bradages de ressources naturelles de la RDC, comme beaucoup le pensent, ou plutôt un pas des géants vers le développement et la sécurité du Grand Congo, tant entendu? Messieurs et dames, on en parle dans cette nouvelle édition des enjeux, et on n'a pas fait appel à un politique, c'est plutôt un scientifique qui enseigne l'économie à l'Université pédagogique du Congo, que je vous invite à découvrir. Il n'est plus à présenter, il s'appelle Alex Choué, un habitué de cette tribune. Bienvenue. Merci. On s'installe donc. Merci. Mais bien avant, laissez-moi d'abord dire ceci, que les Congolais retiendront que sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo, les gouvernements souminois, à travers l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai, a relancé les travaux de Chit-Katende après 9 ans d'arrêt. Ça fait beaucoup de bruit, mais aujourd'hui, chose promise, chose due. La raison pour laquelle c'est samedi 10 mai 2025 que les Congolais ont découvert les nouveaux scopes de cette infrastructure stratégique au cœur du développement de la partie centre de notre cher et beau pays. Encore une fois, félicitations donc à l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai. Alain Choué, sinon, comment vous allez? Très bien. Alors, je l'ai dit, hein, ça tire dans tous les sens. Les politiques ont récupéré un aspect de cette question. Le gouvernement, de son côté, la communication officielle, ça fait défaut. Il faut les reconnaître. Deal américano-congolais ou congolo-américain sur fond des ressources minières de la République démocratique du Congo. Est-ce le gouvernement congolais est-il en droit de procéder de la sorte? Le gouvernement a l'obligation de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais également garantir l'intangibilité de nos frontières. Ceci revient à dire que le gouvernement a l'obligation de concevoir des politiques et des stratégies pour pouvoir atteindre cette fin. Et dans le cas d'espèce, la RDC est engagée dans un cycle récurrent de crise sécuritaire dans la partie Est. Et cette crise a fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts sur le plan même des infrastructures. Et cette crise a également eu des incidences négatives sur le fonctionnement de notre économie. Est-ce que le chef de l'État, le gouvernement, devrait rester indifférent par rapport à cette donne ou non? La réponse, bien sûr, est non. Il faudrait chercher une solution. Ceux qui analysent... N'importe quelle solution. Pas n'importe quelle solution, une solution réfléchie.
Ceux qui analysent cette situation qui prévaut dans la partie est du pays se rendent compte que la persistance de cette crise montre qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais elle est structurelle. Et si on va très loin dans le raisonnement, on se rend compte que derrière l'intervention des forces négatives se trouvent certains pays de la région, notamment le Rwanda qui est cité en premier lieu, et derrière ces pays que l'on voit, premièrement, il y a d'autres forces qui s'installent parce que... Le Rwanda lui-même serait donc un proxy de forces beaucoup plus occidentales. Bien sûr, il y a d'autres forces derrière qui interviennent et qui profitent de nos minerais à travers le Rwanda. Telle est la réalité. Et donc, si on veut faire face à cette réalité, il faudrait donc développer une approche tout à fait particulière. Le PIB du Rwanda est de combien? Le budget du Rwanda est de combien? Le budget du Rwanda, si je ne me trompe pas, nage autour de 5 milliards de dollars américains. Or, dans ce budget, il y a une partie qui est consacrée à la rémunération, n'est-ce pas, des agents et fonctionnaires de l'État rwandais. Il y a une partie qui est consacrée à leurs infrastructures. Il y a aussi une partie qui est consacrée aux dépenses militaires et sécuritaires. Je ne pense pas qu'avec un budget aussi limité, le Rwanda ait la possibilité de se doter de différentes armes ou différents équipements que l'on a trouvés. Ça suppose que derrière le Rwanda, il y a d'autres forces qui interagissent ou interviennent. Il y a aussi des pays qui, en accordant leur aide ou soutien au Rwanda, dans d'autres domaines, lui permettent de consacrer plus de ressources pour attaquer la RDC, ce qui est donc une réalité. Et si nous voulons justement faire face à cette réalité, il faudrait aussi une approche stratégique. Je crois que dans une de mes anciennes publications, j'avais fait remarquer que pour faire face à ce problème, on devrait utiliser une approche combinée de plusieurs vecteurs. Garder une pression sur le front militaire, c'est-à-dire développer notre action sur le plan militaire et ne pas lâcher prise sur le terrain. Qui n'est pas vraiment porteur. Hein, ça peut le devenir. Beaucoup de plomb dans l'aile. Oui, mais ça peut le devenir. Il y a aussi la voie diplomatique qu'il ne faut pas négliger parce que nous sommes dans un monde où les gouvernements des pays se retrouvent dans différentes organisations régionales tout comme internationales. Et donc, il serait aussi important d'exploiter toutes ces voies pour pouvoir trouver une réponse. Alors, aujourd'hui que le gouvernement, à travers le président de la République, a pris l'option de négocier avec les Américains, doit-on dire que c'est une mauvaise chose? Je dis non. A pris l'option de brader nos richesses. Non, pas brader, je dis négocier. Pour sauver son pouvoir. Hein? Pour sauver son pouvoir. C'est ça l'objectif primaire. Bon, en fait, il faut aussi savoir faire une nuance là-dessus. Si aujourd'hui, la croissance économique est réalisée, si l'inflation est maîtrisée, s'il y a création des emplois, on va dire que c'est à l'avantage, n'est-ce pas, du gouvernement qui est en place, du chef de l'État. Mais ceci à l'avantage du peuple, parce que le peuple congolais ne demande que ça. Les Congolais n'ont pas besoin de faire de la politique politicienne. Les Congolais ont besoin de vivre mieux, c'est-à-dire avoir l'occasion de travailler, être payé régulièrement, un salaire décent, vivre dans un contexte où les prix sont stables. Des soins adéquats, voilà, lorsque vous tombez malade. Oui, mais c'est ce que les Congolais veulent. Mais John, nous sommes Congolais, n'est-ce pas? Et nous avons vécu avec toi dans ce pays pendant un long moment. Mais je me rappelle que dans les années Mobutu, nombreux sont ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique. Pourquoi? Parce que les conditions de vie étaient quand même acceptables. Un Congolais qui pouvait, avec son salaire, se payer le logement, à manger, les soins de santé et envoyer les enfants à l'école. Qui pouvait circuler normalement. Si aujourd'hui tout le monde s'intéresse à la politique, c'est sûrement parce que les conditions de vie sont fortement détériorées. Donc c'est pour dire que le deal n'est pas qu'une affaire du président Tshisekedi, mais c'est l'affaire du pays. Parce que là, Tshisekedi, c'est l'homme institution. Le président de la République est un homme institution. Et donc, à ce titre-là, justement, ce qu'il pose comme acte a beaucoup d'incidence sur le pays. Et si ça réussit, c'est à l'avantage du pays et également de la population. Nous ne devons pas être dans cette bulle où on pense qu'il faut attaquer pour attaquer. Alex, oui. Alors, en quoi consiste? Non, mais en fait, j'allais juste m'enfuiter là-dessus, c'est que négocier avec les États-Unis, mais il faut donc commencer par cette question, qui ou que représentent les États-Unis? C'est la première puissance du monde. Que ce soit sur le plan économique, que sur le plan militaire, c'est la première puissance au monde. Il n'y a rien à dire là-dessus.
C'est vrai qu'il y a d'autres C'est pas la Chine, là? Non, non, non. Mais la Chine l'étalonne, hein? La Chine se bat, mais les écarts sont encore importants. Regardez les chiffres sur le PIB, vous allez voir que l'écart entre la Chine et les États-Unis en termes de PIB est de plus de 5 000 milliards de dollars américains. Plus de 5 000 milliards. Chine a ils avancent, oui, mais les États-Unis, et aujourd'hui, également sur le plan politique, les États-Unis pèsent plus que la Chine. Ils n'ont pas le même poids. Ils n'ont pas le même poids. Alors si aujourd'hui, le président Tshisekedi et le gouvernement de la République lèvent l'option de négocier avec la partie américaine pour pouvoir régler ces problèmes sécuritaires qui sont récurrents et qui font beaucoup de morts en RDC, en quoi ceci est un mal? Non, de négocier, oui, mais en position de faiblesse. Je peux avancer comme ça. Oui. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire chercher à mettre un terme définitif à la crise sécuritaire à l'Est, c'est une bonne chose. C'est parce que beaucoup de gens qui parlent n'ont jamais vu les vraies images des atrocités que nos frères et sœurs vivant dans cette partie du pays ont eu à connaître depuis des années. Moi, j'ai vu des images, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais la situation est très préoccupante pour ceux qui aiment vraiment le pays. Et donc, chercher une solution à ce problème, une solution durable, est une bonne chose. Or, passer par les USA, ça peut être une voie, parce que justement, leur voix porte au niveau des Nations mondiales, des différentes organisations, et ils ont la capacité aussi de faire une intervention ou accorder à la RDC un appui qui pourrait nous permettre de régler la question. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. Autre chose, parce qu'à l'introduction, tu l'as bien présenté, tu as dit qu'il y a une dimension économique aussi autour de ce deal. Mais nous avons des ressources minières et on a toujours dit que la RDC est un scandale géologique. C'est vrai. On nous a toujours dit ça. C'est ce qu'on nous a toujours raconté. Mais en réalité, les Congolais n'ont jamais tiré profit de ces ressources-là. Pourquoi? C'est parce que justement le modèle économique du pays pose problème. Nous avons une économie de rente, une économie qui ne transforme pas la matière, qui ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée. C'est une économie d'antiquité, ça. Voilà, c'est une vraie économie qu'on a. Et ça, c'est depuis la colonisation jusqu'à ce jour, on n'a pas pu changer de modèle économique. Et nous qui analysons ces questions, nous le disons, parce que là, je crois l'avoir dit à plus d'une reprise sur différentes chaînes, et même lors d'un atelier qui s'est tenu à la présidence, j'ai fait remarquer que de 2002 à 2022, notre économie a fait de la croissance. Et cette croissance a été orchestrée à un taux moyen de 6,2%, soit à un niveau supérieur à la croissance moyenne de l'Afrique subsaharienne qui était de 4%. Mais malgré cette évolution, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la RDC présente un taux de pauvreté très élevé, 70 et quelques % sur la Banque mondiale, alors que la moyenne pour les autres pays de la région Afrique subsaharienne est de 34%. La RDC présente un IDH mauvais, la RDC a une espérance de vie faible, la RDC est touchée par la faim. Tout ça montre que malgré cette croissance, les Congolais vivent avec moins d'$1 par jour. Oui, ce qui veut dire que cette croissance économique n'est pas bénéfique, elle n'est pas transformationnelle. Et quand vous avez fait l'analyse, vous allez remarquer que les Congolais meurent de faim, le pays a un riche potentiel agricole, mais la part de l'agriculture dans le PIB, dans la production intérieure brute, est en train de baisser. On est aujourd'hui autour de 13%. Mais on nous dit que c'est l'agriculture qui utilise ou occupe 60% des actifs. C'est-à-dire que 60% des travailleurs congolais sont dans l'agriculture, mais ils ne produisent que 13% du PIB. Ça montre qu'il y a une faible productivité. Et pourtant, la RDC a la vocation d'être le grenier mondial. Voilà. Et comment est-ce que ce pays qui a des problèmes alimentaires, comme la RDC, n'arrive pas à exploiter ce potentiel? Mais bien au contraire, on remarque qu'au niveau de la balance de paiement de RDC, chaque année, la RDC importe des aliments pour près de 2 milliards. C'est ça le paradoxe. Et quel aliment? Et voilà encore. Les surgelés. Les surgelés et des produits qui sont génétiquement modifiés. Et tout ça a des incidences sur la santé publique. Donc bref, c'est pour dire que la RDC a besoin de transformer son économie. Mais pour cela, il faut avoir des capitaux, le capital financier, le capital technologique. Est-ce que les USA ont la capacité, oui ou non, de pouvoir intervenir? Je dis oui, ils peuvent le faire parce que le surplus financier des USA est énorme. Ils peuvent donc intervenir. Les USA sont détenteurs du savoir technologique. Ils peuvent aussi contribuer à l'amélioration du capital technologique de la RDC, à bouger notre frontière de production au niveau congolais. Donc bref, il y a toutes les raisons aussi pour que l'on puisse collaborer avec eux.
Mais alors, puisqu'on parle d'un deal, d'une entente, est-ce qu'ils ont intérêt à collaborer avec nous? Mais je dis bien sûr que oui. Est-ce un deal gagnant-gagnant? Bien sûr. On va arriver. Mais nous sommes dans un monde qui s'est globalisé et qui continue à se globaliser. Les États-Unis vont donner tout ça, la sécurité, la technologie. Oui. C'est vrai, mais nous, ce que nous donnons, ça doit quand même être proportionnel aussi. Oui, non, en fait, là encore, ça ne doit pas être un marché de dupes. Je ne suis pas encore au niveau des termes du deal, mais d'abord, je suis en train de vous montrer qu'il y a un intérêt pour les deux parties de collaborer. Et là, déjà, j'ai montré que la RDC a intérêt à collaborer avec les USA sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce qu'on peut trouver des capitaux frais là-bas, on peut trouver la technologie, le capital technologique, et donc avec tout ça, on peut modifier notre modèle économique et arriver donc à créer une économie autre, un nouveau modèle économique capable de donner aux Congolais du travail avec une rémunération conséquente. Donc, à ce niveau-là, c'est très clair. Alors, côté maintenant américain, ont-ils raison ou non de collaborer avec la RDC? Mais la réponse est oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de tendre vers certains horizons nouveaux. Et ces horizons nouveaux ont certaines exigences. Nous sommes dans une phase de transition, n'est-ce pas, sur le plan énergétique. Aujourd'hui, de plus en plus, on commence à parler des sources d'énergie durables parce qu'on s'est rendu compte que la pollution a détruit le monde. Or, la RDC, avec sa forêt et ces tourbières qu'on trouve dans la partie ouest, offre un grand potentiel pour faire face aux problèmes du changement climatique au monde. Donc la RDC, à ce titre, apparaît déjà comme un partenaire stratégique. Et il faut noter que les USA sont comptés parmi les premiers pollueurs au monde. C'est-à-dire que s'ils gardent leur industrie et que le niveau de pollution est maintenu au niveau actuel et qu'au même moment ils développent une stratégie avec le RDC pour compenser ça, ben, ils vont faire un équilibrage sur le plan social qui leur serait bénéfique au niveau des grands forums internationaux sur la question, par exemple. Aujourd'hui, l'industrie du numérique occupe une place de choix dans le monde. Vouloir ou pas, aujourd'hui, tous, on travaille avec le numérique. L'émission que nous faisons ici, n'est-ce pas qu'on a les caméras, tout ça, mais derrière, il y a l'ordinateur qui traite l'information, l'image, bref, le numérique est aujourd'hui le support par lequel la connaissance se diffuse. Et pour arriver à développer toute cette industrie et les équipements qui vont avec, on a besoin de certaines matières premières que la RDC offre, notamment le coltan, colombo-tantalite que nous avons. Mais il n'y a pas que ça. Et que la RDC offre exclusivement. Il n'y en a que la RDC peut donner. Oui, il y a des minéraux qu'on trouve qu'en RDC. Exclusivement. Et donc, vous comprenez qu'il y a un intérêt à collaborer avec la RDC. Nous avons parlé de transition énergétique. Aujourd'hui, on cherche à développer de plus en plus de nouvelles formes d'énergie. Et les voitures électriques commencent à prendre de plus en plus corps et place dans l'industrie mondiale et dans le marché mondial. Ce qui veut dire également que les pays qui sont détenteurs de certains minéraux, notamment le lithium, le cobalt, ont un rôle important à jouer. Et la RDC se positionne également comme un des leaders dans ce secteur. Ce qui veut dire que les Américains, puisque étant la première puissance et voulant rester la première puissance, donc intérêt à collaborer avec la RDC. L'offre est alléchante pour eux. Pour eux. Et je vais dans l'industrie de l'arme ou des armes. Surtout. Mais là également, la RDC a un potentiel important. Aujourd'hui, les 30 puissances du monde sont les puissances qui ont certes les économies les plus fortes, mais qui ont également à leur disposition l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire fonctionne avec quoi? Avec de l'uranium. Et la plupart de ces pays ont eu de l'uranium en provenance de la RDC. Et donc, aujourd'hui, c'est également intéressant pour eux de collaborer avec la RDC dans la mesure où la RDC dispose de toutes ces ressources naturelles stratégiques pouvant servir de support à la progression de leur industrie, des armes, du numérique, de l'intelligence artificielle et leur action dans le domaine de la protection. Non, Alex, vous savez que jusque-là, vous êtes en train de nous montrer les avantages que les États-Unis d'Amérique vont tirer. Mais jusque-là, je ne vous vois pas. Les Congos, lui, les Congolais, eux, gagnent quoi? Et quels sont les termes de cet accord? Oui, en termes de chiffres. Oui, j'avance justement. En fait, non, je vous ai dit que nous avons un potentiel économique. On dit que la RDC est un scandale, n'est-ce pas? Oui, géologique. On nous a toujours raconté ça. Les Congolais vivent dans la pauvreté. Ça montre que nous avons besoin de transformer notre économie. Oui. Mais pourquoi notre économie ne décolle pas? C'est aussi parce que nous n'avons pas des capitaux. Oui. On est pauvres, mais déjà si on a du mal à se nourrir décemment, comment va-t-on épargner pour investir?
On a besoin des capitaux. Et l'Amérique se présente avec des capitaux. Donc là, nous gagnons parce qu'il y aura des capitaux nouveaux qui vont entrer. Des capitaux frais. Oui. Nous avons un problème sécuritaire à Qui l'Est. vont entrer dans quel secteur? Oui, on va en parler tout à Parce que l'heure. quand vous dites des capitaux, c'est peut-être pour construire des usines, tout ça. Oui, Qui mais gagnent les Congos. oui, mais on va y arriver. Les Congolais vont manger les usines. Oui, mais c'est par les usines qu'on crée le progrès. Alors, je disais également que nous avons des problèmes sécuritaires. Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, vous avez semblé réagir. Et c'est vrai que c'est normal de réagir parce que nous avons effectivement dépensé beaucoup d'argent pour faire face aux forces négatives qui opèrent dans la partie Est. Mais jusqu'aujourd'hui, certains territoires sont sous contrôle des forces négatives. Ce qui veut dire que notre gouvernance sur le plan militaire ou aux États-Unis n'a pas été bonne. Mais aujourd'hui, avec le concours des USA, qui ont fait beaucoup sur le terrain et qui ont une grande expérience sur le plan militaire, est-ce qu'on ne peut pas gagner? Je pense que si. Si vous suivez même le documentaire Mobutu, roi du Zaïre, on nous dit qu'à plus d'une reprise, lorsque le pouvoir du maréchal a été mis à mal, le concours des Américains, en termes logistiques, en termes d'équipement et même de stratégie, a eu à... Donc c'est pour dire que, en recourant également aux USA, on touche au bon partenaire. C'est-à-dire que son poids politique, son action sur le plan diplomatique et son action militaire peuvent également nous aider à mettre... Donc la RDC veut se mettre sous les ailes des États-Unis d'Amérique. Bon, sous les ailes, non. C'est pour être à l'abri de... Mais les pays de son agresseur rwandais. Les pays européens sont membres de l'OTAN avec les États-Unis et qui leur apportent une certaine sécurité militaire là-bas. Non, mais ça, les lignes bougent aussi au sein de l'OTAN. Hein. Oui, mais pendant longtemps. Avec Trump. Pendant longtemps, ces pays développés de l'Europe ont bénéficié de la protection des États-Unis d'Amérique. Je ne trouve pas de mal à ça. Mais bien au contraire, nous devons plutôt, comme nous l'avons dit tout à l'heure là, chercher à ce que ce deal nous profite dans la durée et voilà. Structurelle. En quoi cela nous profite? Alors, nous avançons maintenant. Oui. Que nous avons besoin de la paix. Or, celui qui a besoin de la paix prépare son armée et ses services de l'ordre. Est-ce que, à travers ce deal, on ne peut pas aller vers de meilleures réformes dans le secteur de la défense et de la sécurité? Nous l'avons dit lors de notre émission de la fois passée que la RDC est engagée depuis des années dans des réformes de la police, de l'armée, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et pendant que je disais, j'ai même vu que tu avais eu la régie pour dire oui, le brassage, tout ça. Donc c'est pour dire que il faudrait repenser cette réforme. Et aujourd'hui, si on repense cette réforme et que l'on a le concours des Américains, on peut rapidement bâtir une nouvelle armée meilleure et plus efficace avec une force de feu plus grande. Au même moment aussi, on peut développer la police et la rendre plus républicaine et plus apte à répondre aux attentes de la population en termes de sécurité intérieure. Non, là, je vous arrête. Je devrais vous poser cette question. Vous parlez des capitaux nouveaux, des capitaux frais. Ça s'évalue à combien? Les Américains vont mettre combien sur la table? Oui, je vais avancer. En fait, j'ai une incise à faire tout à l'heure là. Oui. Mais déjà là, je suis en train de montrer que donc, cette collaboration sur le plan militaire peut être bénéfique à la RDC. Cette collaboration sur le plan sécuritaire peut être bénéfique à la RDC, mais tout dépendra de comment est-ce qu'on s'y prend. C'est-à-dire que nous avons fait autrefois des réformes de la police, de l'armée qui n'ont pas abouti. Il faudrait aujourd'hui une nouvelle vague de réformes, mais qui s'inscrira dans une durée très limitée. Parce qu'on ne peut pas faire des réformes indéfiniment. À court terme. Bon, pas court terme, je dirais moyen terme, mais pas de manière indéfinie. Être en réforme depuis 2002 jusqu'à 2024 et on patoche, pétine, c'est pas normal. Donc il y a à reconsidérer. C'est pour ça pour laquelle je dis ceci, à travers ce deal, si nous négocions bien avec la partie américaine, nous pouvons justement profiter de leur expérience, leur expertise, également de leurs moyens pour pouvoir développer notre armée et nos services de sécurité intérieure. Ça, c'est quelque chose. Mais tout dépendra de comment est-ce que nous allons discuter avec eux. Sur le plan économique, nous avons une économie de rente, comme nous l'avons constaté tout à l'heure ensemble, et ceci tient au fait que depuis des années, nous ne faisons pas un effort pour transformer nos matières premières localement. On fait quoi? On ne fait qu'extraire les produits de la terre et on exporte. Et un secteur aussi important que l'agriculture a été à l'abandon. On a pris cette initiative en termes de parcs agro-industriels qui n'ont pas abouti à cause aussi de la gouvernance. Mais bref, donc aujourd'hui, il est important de transformer l'économie congolaise. Comment procéder? C'est ça la grande question.
Mais pour procéder à cette transformation, il faut aussi avoir des moyens. Donc les capitaux que les Américains nous apportent, si nous faisons un bon design du modèle économique que nous voulons pour notre pays demain, on peut se servir utilement de ces capitaux pour transformer l'économie congolaise. Parce que le potentiel est là. C'est juste parce que nous sommes distraits, des fois nous ne voyons pas ce qu'on a comme potentiel. Je crois l'avoir dit encore sur une chaîne de télévision. J'ai suivi une analyse des performances économiques de la France il y a quelques semaines ici. Et parmi les éléments qui justifient la vitalité de l'économie française, on compte l'industrie de la musique française. Mais est-ce que nous, en RDC, notre industrie de la musique contribue réellement? Non. Et pourtant, le potentiel y est. Quand je regarde les répertoires que nous avons de Franco et le Jazz, de Rochero Taboulé, de Zeiko Langalanga, Papa Wemba qui est mort, Emenea, Kofi Olomide, mais c'est toute une grande industrie. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, mais il faut maintenant que l'on repense l'organisation de ce secteur pour en tirer parti. L'industrie de la musique peut rapporter beaucoup au pays. Et quand nous voyons... Grâce aux fonds américains. Non, c'est si nous avons justement... Le problème, c'est que l'argent peut arriver, les capitaux peuvent arriver, mais comment est-ce que nous allouons et utilisons l'argent? C'est là que les bas blessent. Hein? Oui, on va arriver. Mais moi, je montre qu'en fait... le problème est beaucoup plus congolo-congolais. Oui, donc je montre que... L'argent peut arriver, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oui, justement, je montre que déjà, là, si nous avons une orientation... Parce que les Américains ne doivent pas commencer toujours à nous suivre derrière. Faites ça, faites cela. Effectivement. Construisez des routes. C'est pas sérieux, ça. Effectivement. Donc, là, juste, je montre que nous pouvons transformer cette économie en utilisant plusieurs leviers. Et là, j'ai parlé de la musique comme un levier. Mais la cuisine, l'art culinaire en RDC, c'était un don. Makusa. Voilà, Makusa. Et je me rappelle, à plus d'une reprise, lorsque je faisais mes missions avec mes collègues de la BAD ou du PNUD dans certains pays africains, lorsque on comparait la cuisine congolaise à celle d'autres pays, mais la plupart disaient que la cuisine congolaise... La gastronomie congolaise. Donc, la gastronomie congolaise peut être un levier aussi qu'on peut utiliser. Il y a quelques jours, je suivais même sur une chaîne française, une journaliste qui parlait du liboké, et le poisson et la viande préparée ou étouffée dans les feuilles de bananier, tout ça. Mais ça, c'est une partie congolaise. Mais c'est une richesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, John, il y a des leviers. On a du bois de qualité. On peut également développer l'industrie menuisière en RDC. Déjà, ceux qui le font ici, sans avoir fait des grandes études en la matière, sans un équipement moderne, ils font ce qu'ils font là. Mais imaginez si on les accompagne, on les encadre. Nous avons un potentiel énorme dans l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Au point où, aujourd'hui, l'agriculture ne représente que 13% de notre PIB et on importe chaque année pour 2 milliards. Mais non, mais si les 2 milliards-là qui sortent au titre des importations, on les renvoyait dans le pays et qu'on capitalisait sur ça, on n'aurait pas à changer. Il y a des constantes. Chaque année, le gouvernement congolais dépense en fin d'année des millions de dollars, n'est-ce pas, pour offrir à nos agents de l'ordre, nos fonctionnaires, des vivres. Mais ces vivres sont importés généralement, et certains des millions. Mais pourquoi ne pas se dire que comme il existe déjà une demande sûre et certaine et solvable en fin d'année, que cette demande soit orientée vers les producteurs intérieurs, par exemple. Comme ça, ça leur permet d'avoir des ressources et d'améliorer leur capacité de production, leur productivité, et bref, de répondre à... Et donc, du coup, ce sera un élément très bénéfique parce que non seulement qu'à l'intérieur, on va produire plus, mais au niveau de la balance de paiement, on aura à moins dépenser en termes de devises, ce qui conforte aussi la position nette du pays par rapport à l'étranger. Donc, tout ça, ce sont des éléments à faire. Et donc, si nous avons une bonne approche, une bonne définition du modèle économique que nous voulons, et aussi, nous prenons les bonnes mesures qui s'imposent, avec un meilleur système de suivi, on peut espérer utiliser à bon escient également les capitaux qui arrivent pour transformer notre économie et donc régler un ensemble de problèmes. Là, c'est un problème de la bonne gouvernance du côté congolais. Mais or, jusque-là, la bonne gouvernance a toujours fait défaut dans les chefs de nos autorités. Qu'est-ce qui prouve ou qu'est-ce qui vous indique que cette fois-ci, nous ferons bon usage des fonds américains? C'est une question fondamentale et je pense que les Américains vont
beaucoup planché sur cette question. Ah, ils vont nous surveiller Parce comme que des gendarmes. Hein. c'est-à-dire qu'ils vont faire des exigences, et c'est normal. Celui qui apporte autant d'argent ne peut pas se permettre de déposer. C'est la main qui donne, qui commande. C'est comme dans les banques. Aujourd'hui, si on dit à John d'aller déposer de l'argent dans une banque qui a fait faillite il y a quelques jours ou quelques mois ou quelques années, il ne le fera pas parce qu'il y a un élément de confiance. Il préfère aller vers une banque qui présente certaines garanties, certaines sécurités. Un peu. Aujourd'hui, la RDC est en train de faire des réformes pour se relever. Et donc, il serait important de consolider les réformes et de les faire aboutir réellement pour que l'on puisse rassurer les partenaires avec lesquels, tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Et donc, les Américains seront aussi exigeants à ce niveau. Donc, je pense que l'idée que le chef d'État a avancée d'avoir un nouveau gouvernement est une chose importante. Mais, comme j'ai dit dans un tweet hier, avoir un nouveau gouvernement n'est pas suffisant. Il faut certes un nouveau gouvernement, mais il faut aussi avoir une nouvelle façon de la composer et de la faire fonctionner. Parce que si nous changeons juste de personnes sans changer la composition, la taille et les modalités de fonctionnement, on ne va pas obtenir les résultats voulus. Il faut redimensionner le gouvernement, redéfinir les règles du jeu, comment est-ce que les différentes structures du gouvernement vont travailler, interagir, comment est-ce qu'on va faire un reporting, un suivi rapproché de tout ce qui se fait, et comment est-ce qu'on va définir autrement les politiques et les mettre en œuvre. Tout ça, ça demande, et si on arrive à relever ce défi, chaque fois que les capitaux étrangers vont entrer, américains ou d'autres pays, on saura en faire bon usage. Ok. Mais parce que vous voyez, nous avons eu autrefois, n'est-ce pas, les contrats chinois. Les contrats chinois, tout justement. Oui. En quoi ces contrats sera différent du contrat chinois? Oui. Alors, parce que le contrat chinois aussi, c'était minerai contre infrastructure. Oui. Mais où en sommes-nous? Justement, c'est à ce niveau-là justement que je disais que j'allais faire une incise. C'est qu'autrefois, nous avons eu ces contrats RDC-Chine. Et on nous a présenté, je crois que vous avez souvenance, plusieurs maquettes ici avec des viaducs. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu ça. Donc, ça montre qu'il y a eu un problème. Mais déjà, au niveau conceptuel et montage, il y avait un problème. C'est que, à l'époque, nous avons demandé, moi j'ai eu à travailler à la primature avec 4-5 premiers ministres, nous avons eu à demander à un premier ministre à l'époque, qu'est-ce que vous savez des contrats chinois? Le premier ministre nous a dit qu'il n'en savait rien du tout exactement, rien du tout. Ça veut dire que le gouvernement n'était pas informé. Oh, tout était opaque. Il appelle le président totale de l'Assemblée nationale, il lui pose la question, et lui également... À l'époque, c'était M. Bouchab? Non, ce n'était pas Bouchab. M. Caméré? Oui, je crois que c'est lui. Et là, le premier, c'était le premier ministre Mozito. Et là également, le président de l'Assemblée nationale dit qu'il ne connaît pas le deal. Donc, vous voyez, ça suppose que le gouvernement et le Parlement n'étaient pas informés du deal. Le deal sino-congolais? Non. Mais on nous a toujours dit que c'est passé par l'Assemblée nationale. Non. Parce qu'il y a eu même débat. Il y a eu débat. On a récupéré ça après. Il y a une différence. Aujourd'hui, John veut se marier. Il appelle son père et sa mère. Il leur parle de la femme qu'il veut épouser. Et les parents l'accompagnent dans le processus. C'est différent de John qui s'est marié avec une femme quelque part. Il vient présenter sa femme aux parents. Déjà, le fait accompli. Voilà, l'approche est différente. Et donc, c'est à ce niveau-là que les négociations d'autrefois ont posé problème. Et ceux qui étaient dans l'action peuvent vous dire que l'exécution n'a pas été conforme à l'esprit de départ. C'est-à-dire qu'on nous disait que les Chinois allaient apporter des capitaux et on allait leur donner à exploiter nos minerais en contrepartie. Mais certains travaux, certaines routes que vous voyez même ici à Kinshasa ont été faites avec le financement du gouvernement central. On a donné aux Chinois de faire le travail. J'ai même personnellement participé à une réunion organisée au niveau de l'Union européenne ici sur le boulevard à l'immeuble BCDC à l'époque. Il y avait la GIZ, il y avait le PNUD, il y avait l'Union européenne, la Commission européenne qui était là, plusieurs partenaires au développement, la BAD était là aussi. Et les Allemands ont pris la parole pour dire que nous apportons nos capitaux ici en RDC pour appuyer le pays dans les infrastructures. Mais nous avons nos standards européens. Et lorsque vous prenez ces ressources que nous apportons et qu'on donne aux Chinois de faire ces travaux avec des standards autres, ça nous dérange. Ça, j'ai entendu mes propres oreilles. Et je me rappelle qu'à cette réunion, le président de la Cour de compte, l'ancien président de la Cour de compte, c'est mon père, Papa Izemenia, était là aussi.
Et donc, C'était un marché des dieux. donc c'était quand même un montage qui avait posé problème. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des premières réflexions. Je pense que faisant recours à l'histoire, le gouvernement actuel prendra des dispositions pour que ce deal se mette en place dans un cadre très bien structuré. J'ai Dans déjà un- entendu, Ouais. j'ai déjà entendu certaines autorités en parler, certaines personnalités importantes qui discutent aussi avec le chef, parler de ce cadrage-là. Donc c'est quelque chose qui me rassure. Il faudrait que le cadrage soit finalisé et que soit... Cadrage, oui, mais il y a des inquiétudes. Le deal est congolo-américain. C'est la RDC qui est allée vers les États-Unis d'Amérique. Mais Alex Choué, que vient faire les Rwandais dans ça, au point de commencer à parler de richesses ou ressources naturelles de la région, au point de commencer à parler des cogestions de certains parcs, des cogestions de certaines ressources hydroélectriques, des chaînes de valeur, finalement des concepts pour nous embrouiller. Que vient faire le Rwanda dans un deal américano-congolais? Nous sommes en train de chercher une solution pour la paix dans la région. Ça veut dire que nous devons avoir une approche assez conséquente de tout ce que nous faisons. Avant peut-être d'entrer sur ce chapitre-là, pensez-vous que aujourd'hui, on aurait pu voir un président français debout à côté d'un chancelier allemand, eu égard à l'histoire qu'on a connue à l'époque d'Adolf Hitler? Je ne pense pas. La guerre était meurtrière et il y a eu également beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, les deux pays ont pu mettre beaucoup d'eau dans leur vin pour pouvoir se mettre ensemble et discuter. Alors, c'est calqué de ces modèles, non? Non, je ne dis pas ça. Franco-allemand. Non, ça c'est ma réflexion à moi. Je montre que nous ne pourrons jamais, alors jamais, modifier le positionnement de la RDC sur le plan géographique par rapport au sud du Rwanda. Nous resterons indéfiniment voisins. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est chercher une solution à ce problème. Vous avez suivi, n'est-ce pas, à travers les images qui nous sont présentées de par le monde, qu'il y a certains Rwandais en Europe qui ont eu à marcher et protester contre l'action du gouvernement rwandais en RDC. C'est comme pour dire que ce n'est pas tous les Rwandais qui sont derrière cette logique d'attaquer la RDC, mais c'est une frange de personnes, et généralement des personnes qui sont au pouvoir, qui manigancent, parce qu'ayant le contrôle de l'appareil de l'État, ils le font. Donc on ne peut pas pour autant, nous, RDC, vouloir envenimer cette situation au point où on va étendre la guerre sur 10-15 ans, comme l'Iran et l'Irak à l'époque. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc il faut une approche autre. Donc j'estime... Une approche haute qui consiste Oui. à partager nos richesses Non, avec les Rwandais. Qui consiste d'abord à sortir toutes les forces négatives de la RDC et de tout ce qui est force rwandaise outside, tout ce qui est rébellion, maté et éliminé. Éliminé. Je ne dis pas parce que souvent on nous dit que voilà, en 2013 on avait défait le M23, mais ils ont pensé que c'était juste momentané ou masqué. Bref, il faut mettre un terme, c'est-à-dire détruire totalement, qu'on ne puisse plus jamais entendre parler de cela. Et ensuite, nous allons prendre le temps de reprendre avec notre économie à nous. Et si, au fil des temps, le Rwanda cherche un partenariat autre avec la RDC, avec un gouvernement rwandais sérieux, disposé à travailler avec nous, on peut maintenant examiner. Mais il ne faudrait pas que l'on aille dans une logique où ce qui nous appartient devienne un bien collectif pour la région. Je ne suis pas... Non, mais on a l'impression que nous y allons. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de cadrage. Ressources naturelles de la région, alors que Mais la région à n'a l'époque, jamais eu de à ressources. l'époque, Ce sont des ressources naturelles congolaises. À l'époque, le président Pourquoi français... cette incise? À l'époque, le président français avait dit ici, Voilà. je crois que Nicolas Sarkozy l'a dit, Emmanuel Macron a répété, mais si j'ai persisté, je dis que moi, je suis congolais et je suis contre, c'est mon pays, c'est notre pays. Mais déjà dans la déclaration des principes, là, nous avons la nette impression qu'on est en train de planter les décors de cette déclaration de Sarkozy. C'est une première discussion. Ouais. Et quand je parle de cadrage, je dis ceci. Il serait important aujourd'hui que la partie congolaise puisse
mettre sur la table toutes ses préoccupations, utiliser son intelligence pour définir qu'est-ce que moi je veux sur le plan sécuritaire. Tout à l'heure, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'appui pour faire face aux forces négatives, mais également faire des réformes dans le secteur de la sécurité et de la défense. Oui. Et que nous, Congolais, nous avons notre regard clair là-dessus, ce que nous voulons et ce qu'on attend concrètement de l'assistance ou de l'appui des Américains. C'est clair. Et nous avons documenté ce que nous voulons et ce qu'on attend d'eux. Première chose. Et sur le plan de la mise en valeur de nos ressources, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons nos ressources. Une mise en valeur qui doit passer par Kigali. Non, je refuse ça, mais j'ai dit que ce que nous voulons. Non, vous refusez ici sur ce plateau. Non, je mais dis ceci. Je dis qu'il y a une. les choses évoluent dans ce sens. Je dis qu'il y a des équipes qui réfléchissent déjà sur la question et je crois que la réflexion va encore s'approfondir et la partie congolaise devra donc être très claire sur ce qu'elle entend dans les modalités d'exploitation de ces ressources naturelles. Dans quel secteur, la question, tu l'as soulevé tout à l'heure là, dans quel secteur on va loger ces différents capitaux qui vont venir. Et parce que tu as dit par les chiffres, je ne peux pas avancer les chiffres aujourd'hui directement. Ça s'évalue à combien? Oui, non, on parle de 500 milliards de dollars. Non, c'est-à-dire qu'eux disent ceci, ils ont un surplus financier qui peut même donner lieu à 500 milliards à décaisser. Mais il n'est pas dit qu'ils ont dit qu'ils vont faire ça parce qu'ils sont quand même assez structurés pour venir vous dire qu'on va donner autant. Ils le diront en fonction de ce qui a été établi. Donc 500 000 dollars sur 15 ans. Sur 15 ans. Oui, non, en fait, c'est une sorte d'annonce. C'est une sorte d'annonce. Mais il y aura à approfondir. C'est comme dans un projet d'investissement. Oui, j'ai envie de construire une école. 500 milliards de dollars. J'ai envie de construire une école qui va donner telle formation. Ça, c'est mon idée. Mais après, il faut faire un business plan. Nous spéculons beaucoup sur cette question. Hein. Non, on ne spécule pas. C'est-à-dire que je dis ceci. L'accord n'est pas clair parce que le gouvernement congolais ne communique pas assez. Mais il y a d'abord. Certaines informations nous viennent du ministre des Affaires étrangères rwandais. C'est lui qui nous a appris que déjà, il y a un avant-projet présenté et par la partie congolaise et par la partie rwandaise qui se trouverait présentement sur la table du secrétaire d'État américain, en discussion. Mais je dis ceci. Mais nous ne savons pas les termes de ces préaccords. Il y a une première démarche qui a été faite. Voilà, quand on parle de préaccord, ça suppose que les partis ont fait une première discussion, mais il faut l'approfondir. Et approfondir la discussion, c'est quoi? C'est que les deux parties doivent mûrir justement leurs analyses sur les différents éléments constitutifs de ce deal. Et c'est là que je parle du cadrage, c'est-à-dire que la RDC doit maintenant continuer à approfondir la réflexion sur ce que l'on veut, parce qu'on ne veut pas tomber dans les travers du passé avec le contrat chinois. On veut être clair pour dire que voilà, nous, au niveau de la RDC, nous voulons transformer notre économie. Et pour ce faire, dans le secteur industriel, voici ce que nous devons faire pour pouvoir... Pourquoi pas construire des usines ici chez nous? Mais justement, c'est ça ce que je dis, mais c'est à nous de dire ça. Le comble, c'est que des fois, lorsque nous allons en discussion avec les partenaires, on ne met pas autour de la table la personne qui devrait être là. Je me rappelle, je l'ai dit aussi sur le chaîne, en 2010, j'étais à Washington et à New York. Et nous étions là pour discuter avec les Angolais sous les auspices des États-Unis sur la question de l'exploitation du pétrole. Mais la partie angolaise était bien représentée. Il y avait le ministre qui était là avec les experts. Nous sommes partis avec 2 ministres, mais le chef de délégation n'est jamais arrivé dans la salle de réunion. Donc comment voulez-vous que l'on puisse convaincre nos interlocuteurs si le ministre qui a été envoyé par le gouvernement, qui a reçu des frais de séjour pour cela, n'arrive pas dans la salle de réunion? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre ou espérer? Ça, c'est un problème. Donc, ça montre qu'il y a un malaise dans notre façon de gouverner, de gérer. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut changer. C'est vrai que je dis qu'il faudrait faire un cadrage, c'est-à-dire dire exactement ce que nous attendons. Et ensuite, quand on ira discuter autour de la table, que l'on ait une vision claire de ce que l'on veut et que l'on ait également dans la délégation des gens aptes à défendre cette vision de la RDC. Parce que si nous n'arrivons pas à bien discuter,
on ne pourra pas tirer meilleur parti de ce deal. Alors que le deal peut être une belle opportunité pour nous, dans la mesure où on va attirer beaucoup de ressources, on va bénéficier d'un appui considérable dans différents domaines stratégiques, mais il faudrait aussi que nous-mêmes, on puisse, dans le cas de ce deal, booster certaines réformes majeures, notamment les réformes qui ont trait au climat des affaires. Et là, à ce propos, le chef de l'État a, au mois de mars, si je ne me trompe pas, le 20 mars, lancé l'élaboration d'un plan stratégique du climat des affaires. Donc je pense que cette initiative tombe à point nommé et pourrait justement servir de support aussi dans le balisage de ce deal RDC-USA qui devra s'inscrire dans la durée et qui pourrait avoir des incidences assez importantes sur notre économie, mais également sur les conditions de vie de notre population. Avec Choué, je crois que nous allons observer et attendre fiévreusement cet avant-projet du deal congolo-américain, et ça sera scruté de fond en comble. Mais là, parce que nous devons atterrir, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, je pense que nous ne devons pas toujours être pessimistes et avancer ce qui est négatif, parce que nous, en tant que Congolais et fils de ce pays, notre souhait majeur devrait être trouver une réponse durable à ce problème de sécurité dans la partie est Une de la réponse RDC. équitable, pas n'importe quelle réponse. Mais quand je parle de durable, dans la durabilité, il y a l'équité et la prise en compte de plusieurs paramètres. Donc, nous avons besoin de cette réponse. Mais pour y parvenir, il faut développer des stratégies. Et la stratégie de recourir au partenariat privilégié avec les USA, j'estime qu'elle est bonne. Cette stratégie, elle est bonne, mais nous devons justement l'entourer de toutes les sécurités possibles pour qu'elle aboutisse et que l'on puisse en profiter, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur le plan économique. Car les Américains pourraient certes nous apporter beaucoup en termes de capital financier, capital technologique et même capital connaissance. Et tous ces éléments mis ensemble pourraient justement nous servir pour arriver à transformer notre économie et la mettre au service du développement humain. Avec Choué, nous garderons contact et voir comment évolueront les choses, surtout du côté, nous y sommes virés du côté de Washington, voir comment évolueront les choses. Et au fur et à mesure que les choses avanceront, nous ferons appel à vous pour faire un état des lieux. Mais pour le moment, je vous dis provisoirement au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Vous l'avez compris, le deal est bénéfique et pour la partie congolaise et pour la partie américaine, mais à une seule condition, que la partie congolaise nettoie les écuries d'Ojas. La bonne gouvernance doit être de mise pour utiliser à bon usage les fonds alloués par les Américains. Mais pour le moment, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes rêves. Plaisir. Au revoir.